Ce matin, on a pu voir donc Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, qui justement nous rappelait un petit peu avec tous les élus locaux l'importance de l'engagement à avoir sur les questions d'inclusion numérique à travers le plan de relance notamment. On a parlé aussi du pass numérique, on a parlé des actions en lien avec les acteurs de terrain. Aujourd'hui, et à partir de maintenant, la table ronde qui commence, c'est une table ronde dédiée à des acteurs qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir sous ces termes-là, bien qu'ils le fassent déjà, sur le sujet de l'inclusion numérique. Mais voilà, le paradigme change. Il n'y a plus uniquement que les acteurs du public qui contribuent à ces actions-là en matière d'inclusion numérique, mais il y a aussi les entreprises. C'est pourquoi je vous demande d'accueillir sur scène Madame Christelle Loga, qui est donc de la SNCF, donc qui est responsable de l'accélérateur digital SNCF 574 Occitanie. Je vais appeler également Guillaume Faure, délégué régional d'SFR Sud-Ouest. Je vais appeler également Valérie Sahuc, responsable innovation à Harmonie Mutuelle. Et puis enfin, je vais appeler Romain Tribala. Romain Tribala, donc, qui est responsable des partenariats et des projets à la direction des activités sociales. Je vais les laisser se présenter, évidemment. J'aurai le plaisir d'animer cette table ronde. Donc, pour commencer, déjà, merci à toutes et à tous. On est parti cet après-midi pour la suite du programme Numérique en commun Occitanie. C'est parti. Alors, juste peut-être comme constat, comme je l'ai dit un petit peu succinctement au départ, depuis, on va dire, l'émergence de la société de l'information, on est sur un chantier sur les usages qui se déploient en parallèle des infrastructures numériques qui sont aménagées à travers la fibre maintenant, les antennes, on en a parlé tout à l'heure avec monsieur Cédric O. Et c'est un vrai enjeu finalement, parce que si on pose tous ces câbles, si on s'équipe en informatique tous les jours, en smartphone, eh bien ça ne servirait à rien si on n'avait pas développé et si on ne développe pas les usages. Jusqu'ici, les politiques publiques s'étaient emparées du sujet. Vous vous souvenez peut-être les espaces publics numériques, ces espaces où on pouvait venir se former dans des MJC par exemple et d'autres associations. Et c'est vrai que le modèle s'est un peu essoufflé. Et puis la question de l'inclusion numérique est revenue sur le sujet, sur la table, à partir de 2018-2017, avec quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau finalement ? Eh bien, ce sont les entreprises qui, déjà au travers de leur fondation, mais pas que, œuvraient à l'inclusion numérique, sans l'appeler comme ça, mais qui aujourd'hui se sont réunies sous une bannière, celle notamment de la stratégie nationale, qui invite les entreprises à s'impliquer davantage sur les territoires, aux côtés des acteurs locaux, ou bien même auprès des collaborateurs. Ça va jusque-là, l'inclusion numérique. On parle beaucoup de transformation numérique, et c'est vrai que, avant de transformer une organisation et la manière dont elle fonctionne, il y a aussi les collaborateurs, donc ça on va en parler aussi. C'est important puisque ce sont les premiers qui sont aussi face au client final, certes, mais il y a aussi les acteurs donc, de l'écosystème avec qui les entreprises qui sont implantées sur nos territoires vont travailler, et c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui à travers cette table ronde qui s'appelle donc « Les entreprises s'engagent pour l'inclusion numérique en Occitanie ». Merci. Donc, première question peut-être, pour l'assistance, on se demandait finalement si on devait parler d'inclusion numérique aujourd'hui pour les entreprises de votre point de vue et dans le secteur qui vous concerne, en quoi cela se traduit finalement ? C'est quoi l'inclusion numérique pour vous ? Je vous propose peut-être de voir peut-être avec Madame Loga, d'abord dans un premier temps, comment ça se traduit chez vous l'inclusion numérique ? Vous qui êtes un grand opérateur des transports nationaux, régionaux, au plus près finalement des citoyens aujourd'hui, comment vous l'appréhendez cette notion ? Et c'est un peu la même question que je vais poser de manière générale. Comment vous l'appréhendez cette inclusion numérique ? Alors l'inclusion numérique, déjà, c'est pas un sujet qui est nouveau pour la SNCF, puisque la SNCF a participé à la Charte nationale de l'accessibilité numérique en 2003, donc il y a un certain temps. Les sites TER sont accessibles depuis à peu près 2006, et on est le premier groupe depuis 2 ans à avoir le site corporate sncf.com, qui est dans sa version internationale, donc c'est des centaines et des centaines de pages, et ce site est labellisé label argent AccessiWeb.
Donc c'est un site avec un millier de contributeurs à peu près. Et donc comment on l'appréhende à la SNCF? En fait, c'est un travail vraiment de longue haleine, centré sur les usages évidemment, et il faut vraiment le prendre à toutes les étapes. Quand on parle d'un site labellisé, ça veut dire qu'on doit y penser dès la conception du site, dès la mise en page du site, puisque le menu est important, il n'y a pas uniquement les couleurs, les contrastes, etc. Et ça implique aussi de former toutes les personnes qui vont mettre de l'actualité sur ce site, puisque si votre site est labellisé à un instant T, et qu'il ne vit pas ensuite, que les mises à jour ne prennent pas en compte l'accessibilité, il ne sera pas accessible très longtemps. Donc ça veut dire qu'il y a toute la chaîne de formation sur tous les développeurs, sur toutes les personnes qui vont travailler sur les mises à jour et de sensibilisation. Donc ça, c'est vraiment important de se dire que c'est le travail pas seulement de certains experts, mais vraiment de toute l'entreprise. Ensuite, ce qu'on peut dire aussi, la façon dont on le voit, c'est qu'on a un rôle de faire partager notre expérience sur cette accessibilité. Et il y a par exemple un livre blanc qui a été édité d'initiation à l'accessibilité numérique qui est disponible pour tous sur le site accessibilité-sncf.com. Et donc ça, c'est l'accessibilité vis-à-vis de nos voyageurs. Après, il n'y a pas uniquement le site, il y a plein de compléments qui sont mis en place, comme mon assistant visuel, par exemple, à bord des trains, pour les personnes qui sont malentendantes. Si vous ne percevez pas les annonces du chef de bord, vous êtes rapidement en difficulté. Donc, il y a la possibilité, depuis quelques années, d'avoir la transcription des annonces des chefs de bord sur le smartphone pour les personnes malentendantes. Il y a par exemple aussi Roger Voice, qui est une interface en fait en visio, en langue des signes, pour contacter un agent SNCF avec une transcription écrite ou en langue des signes. Voilà, donc en fait c'est toute une palette. Et la question qu'on se pose à chaque fois, c'est si j'ai telle ou telle déficience, quel problème je vais avoir pour accéder à l'information et comment faire en sorte que l'information soit vraiment accessible à tous. Donc ça, c'est ce qu'on fait pour nos clients. Après, pour la partie collaborateurs, effectivement, vous l'avez dit, et c'est vrai, l'accessibilité numérique, c'est aussi rendre le numérique accessible à tous nos collaborateurs, c'est-à-dire à la fois aider les personnes qui sont très à l'aise pour les faire monter encore en compétences, accompagner leurs idées, leurs projets à forte valeur ajoutée pour créer des innovations dans l'entreprise, et également aller chercher les personnes qui sont moins à l'aise pour les aider à franchir la première marche. Et donc, c'est ce qu'on fait effectivement au 574. Donc, la SNCF a installé des 574 dans les territoires pour être au plus près des collaborateurs et pouvoir aussi bien s'adresser à ceux qui sont à l'aise pour les aider à monter en charge et à développer leurs projets, et en même temps s'adresser à ceux qui ne sont pas à l'aise et les aider, et ouvrir aussi au partage avec d'autres entreprises sur le territoire, donc par l'intermédiaire d'événements comme ici à la Mêlée, ou par des échanges que nous avons en cours avec les entreprises, avec les associations, pour interagir avec ces différents acteurs du numérique dans le territoire et pour aider nos collaborateurs à embarquer plus rapidement dans le numérique. Juste pour finir, en fait, les 574 font partie d'un plus vaste programme qui s'appelle Digital pour tous. Et donc ce programme a depuis 5 ans vocation à acculturer donc, et à embarquer nos collaborateurs dans le numérique. Par exemple, ils ont chacun une licence Office 365 automatiquement avec tous les outils. Il y a des tutos, etc. sur tous les outils. Il y a des ambassades aussi, des ambassadeurs, des communautés. Et l'idée, c'est que ce déploiement soit viral, c'est-à-dire que les collaborateurs puissent s'embarquer au fur et à mesure de leur appétence, avec l'aide de leurs collègues, etc. Et pas seulement de façon top-down, imposée par la hiérarchie. Et ça a particulièrement bien fonctionné pendant le confinement, puisqu'ils avaient déjà tous les outils, aussi bien Office 365 que les outils matériels. Et lorsque l'État a annoncé le confinement, on a pu très facilement se lancer dans le télétravail, parce qu'il y avait eu toute cette mise de fonds en fait, de formation des collaborateurs. C'est vrai qu'on est dans un contexte très particulier, hein, vous le citez là. Si j'entends bien, à travers ce dispositif 574, hein, c'est un peu votre plateforme aussi d'émergence des usages et des services. Donc sur ça, en tant qu'opérateur de l'accessibilité, finalement, si je dois résumer aussi, c'est vrai que ça paraît, alors on ne le voit pas au quotidien, hein, tous les jours, dans tous les aspects, mais ça paraît effectivement être une clé, hein, si ces outils-là dont vous parlez, d'accessibilité des services, notamment en lien avec la mobilité. Et que serait du coup justement cette accessibilité? J'en viens, c'est un premier tour de table, hein, pour qu'on présente une vision un peu globale de ce que font les entreprises sur le sujet.
Mais sans un opérateur aussi, voilà, des opérateurs télécoms, si je peux me permettre, sur SFR aussi, si on n'était pas connecté déjà de base, j'imagine, mais vous faites bien plus. Mais, et vous, en tout cas, pareillement, hein, même question, est-ce que c'est une question, comment vous la prenez à bras-le-corps, cette question-là de quoi c'est parti, quoi, finalement le fait de vouloir travailler sur le côté inclusion numérique, peut-être un peu plus sur les usages que sur la connexion ou le forfait. Sur ça, je pense qu'on serait très intéressé d'en savoir plus. Bonjour. Alors, effectivement, en tant qu'opérateur télécom, on travaille, hein, vous l'avez dit, sur la première chose qui est la disponibilité des réseaux. On va déployer de la fibre, ça a été rappelé ce matin par le ministre et par les élus qui étaient autour de la table. On va déployer du mobile, on en déploie de plus en plus, y compris sur des zones où initialement on n'était pas attendu. Le Mobile New Deal, tel que l'a présenté Cédric O ce matin, c'est des investissements majeurs pour lutter contre la partie fracture numérique, mais qui est liée uniquement aux infrastructures. Le plan qui se déroule jusqu'en 2025 devrait résorber la quasi-totalité, voire l'intégralité des zones blanches sur le territoire, avec le corollaire du déploiement de la fibre. La partie accès purement au réseau devrait être de l'histoire ancienne dans les mois ou les quelques années qui viennent. Et en tout cas, on investit et on prend notre part au maximum sur ce programme-là. Mais déployer les réseaux, c'est qu'une partie de la chaîne sur les services numériques. C'est une partie indispensable, mais ça n'est qu'une partie. Et nous, on est convaincus depuis pas mal de temps. Alors peut-être pour prendre à rebours ce que vous avez dit dans l'introduction, c'est pas nouveau pour les entreprises. En tout cas, je ne pense pas pour celles qui sont autour de cette table ronde. Nous, ça fait plus de 15 ans qu'on a une fondation qui travaille sur les thématiques alors ça s'appelait pas inclusion numérique, pas tout à fait sous ce nom-là à l'époque, mais depuis plus de 10 ans avec un partenaire qui s'appelle Emmaüs Connect, on s'est très fortement investi sur la thématique de l'inclusion numérique. C'est vraiment le corollaire pour nous au déploiement, le déploiement des réseaux. Si on n'accompagne pas et si on ne permet pas un bon usage de ces services, on ne fait que la moitié du travail. Et puis, même si ça fait 10 ans, on a vu de façon très flagrante que cette urgence sociale de l'inclusion, elle était vraiment d'actualité avec les mois que nous venons de traverser. Si on n'avait pas eu de réseau fixe mobile pour faire du télétravail pour ceux qui le pouvaient, pour suivre des cours à la maison, c'était très compliqué. Mais effectivement, comme je le dis, c'est qu'une partie. Donc on travaille aussi beaucoup sur tout le reste. Et ce choix pionnier, nous, notre cœur de métier, c'est la partie télécom. On s'appuie aujourd'hui sur un partenaire qui est l'association de référence sur cette thématique, qui est Emmaüs Connect, comme je le disais, qui est une association que nous avons contribué à fonder il y a une dizaine d'années, et dans lequel s'investissent pas loin de 200 collaborateurs du groupe. Tous les ans, on fait du mécénat de compétences, on travaille à leur côté. Je reviendrai peut-être dans le déroulé de la table ronde plus concrètement sur ce qu'on fait avec eux sur le territoire et sur le territoire de l'Occitanie. Mais voilà, donc c'est un choix fort du groupe SFR de travailler sur tous les leviers, les réseaux et les usages, et surtout ne laisser personne sur le chemin. Effectivement, on se rend compte de l'importance de la continuité dans cette chaîne justement de l'infrastructure, du réseau, jusqu'aux services associés et penser leur adaptabilité, leur accessibilité et les usages qui vont avec. Ça, c'est typiquement, ça relève, et vous le redites, et vous avez raison, de l'inclusion numérique. Du côté des collaborateurs aussi, je crois que vous l'avez un peu évoqué, c'est tous les deux aussi, c'est une question vraiment importante. Et je crois que également Harmonie Mutuelle a beaucoup travaillé sur le sujet. Mais cette question de l'inclusion numérique, si on devait résumer un peu finalement comment elle s'insère dans l'ADN aussi d'Harmonie Mutuelle, comment ça se fait justement chez vous, comment ça se passe, d'où c'est venu cette vocation-là à travailler sur ces sujets? Bonjour à tous. Par rapport à la démarche numérique, je pense que ce qui a changé en quelques années, c'est que c'était l'affaire de spécialistes, que ce soit au niveau des informaticiens, au niveau des gens du web, qui faisaient les sites,
Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir des super sites, mais si les collaborateurs ne savaient pas le valoriser, voire s'en servir, voire utiliser des services qu'on mettait en place et qui étaient très innovants, mais qui n'étaient pas promus, parce qu'en fait, les collaborateurs n'y avaient pas accès, ne s'intéressaient pas, se sentaient loin de ces innovations, et bien on s'aperçoit que toutes les innovations, elles tombent un peu à plat. Donc la grande transformation, nous, elle est arrivée au moment où on avait effectivement le site web, on a apporté des services innovants comme la téléconsultation, et on s'est rendu compte qu'il fallait absolument que tous les collaborateurs aillent dans le même sens. Et aller dans le même sens, ça veut dire qu'il faut toucher tout le monde. Et je reviens sur la remarque de ma collègue de la SNCF, c'est qu'on ne peut pas se contenter de donner l'information à quelques managers, à quelques services. Il faut vraiment que tout le monde comprenne l'intérêt pour mieux servir le client final, en fait. Donc il y a un travail en parallèle entre l'usager et le collaborateur pour que le meilleur service arrive auprès du client final. Donc nous, ce qu'on a mis en place, il y a deux axes différents. Il y a un axe interne, effectivement, on a beaucoup travaillé avec les collaborateurs, et là, on l'a pris vraiment de façon très humble, de façon très pratico-pratique, on va dire. J'ai lancé un appel à candidature auprès de collègues en leur disant « Si vous êtes intéressés par l'innovation, venez me rejoindre et on va faire des choses ensemble ». Ils n'avaient aucun temps dédié à ça, aucune rémunération dédiée à ça. Ils avaient simplement un intérêt et pas forcément les capacités techniques, etc. L'idée, c'était vraiment d'ouvrir sur l'innovation au sens large, dont le numérique faisait partie. Et à partir de là, j'ai vu des personnes qui étaient complètement réfractaires, qui étaient venues pour l'innovation, mais qui étaient très méfiantes, se transformer parce qu'elles ont compris que ça pouvait les intéresser. Et pour moi, le point qui a été le plus important dans cette bascule, c'est surtout de comprendre que ce qu'on apprend au niveau professionnel peut servir dans la vie personnelle. Et là, la motivation, elle devient tout autre. C'est-à-dire que si j'ai des enfants qui sont en âge d'aller sur les réseaux Internet, si je comprends ce qui se passe sur Internet, je suis en capacité de dialoguer avec mes enfants. Donc ça me sert au niveau pro, ça me sert au niveau perso. Et là, on sent une empathie et quelque chose qui avance. Et une fois que ces freins-là sont levés, on peut travailler sur des programmes un peu plus structurés, etc. Mais vraiment, ce levier est très important. Le deuxième axe, je termine juste, c'est pour les usagers, effectivement. Et donc là, on s'appuyait sur un agrément de service civique qu'on a obtenu en 2017. Et on a, comme ça, des services civiques qui interviennent régulièrement pendant 8 mois et qui travaillent avec nos collaborateurs pour aider à la fois des usagers, quels qu'ils soient, des adhérents à Harmonie Mutuelle. Et donc on avait un programme jusqu'à présent de 32 services civiques en France, et là on va passer à 60 pour l'année qui vient. Donc on a vraiment, parce que nos valeurs de mutuelle nous portent aussi à porter l'inclusion numérique, on travaille aussi sur cet aspect-là. Dans ce qui a été dit, ce que je peux souligner, c'est aussi ce qu'on retrouve depuis longtemps avec le numérique. Je l'ai entendu là, c'est vrai que le numérique, même au domicile, ça part aussi des fois depuis chez l'employeur, ces pratiques qui peuvent ensuite être réappropriées dans un cadre plus domestique. Là aussi, vous confirmez encore justement cette nécessité-là et cette utilité-là à aller vers les collaborateurs pour aussi avoir des effets positif sur les usages au domicile, ça j'entends vraiment bien. Et puis ce programme sur les services civiques, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, et ça va être tout comme celui sur les collaborateurs. Dans ce que j'ai entendu là, il y a peut-être des pratiques en commune, si je dois faire en même temps qu'on parle la synthèse de ce qu'on se dit, justement. Du côté d'AG2R, la mondiale, justement, pour vous aussi, c'est une question peut-être naïve, mais pour que les spectateurs comprennent bien comment on en arrive à parler d'inclusion numérique à travers votre métier, comme pour les autres. Romain, Tribala. Bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, quand on est une grande entreprise, l'inclusion numérique, pour moi, c'est 3 cibles possibles. Il y en a 2 que mes collègues ont déjà pas mal évoquées, qui sont peut-être les plus évidentes. C'est 1, les collaborateurs du groupe, 2, les clients ou les adhérents du groupe. Et puis moi, j'ai envie d'en ajouter une 3e, mais qui est liée à un de nos métiers chez AG2R Mondial, c'est finalement le citoyen, qui n'a pas forcément de lien direct avec le groupe. Alors sur la première cible, très rapidement,
parce que je ne suis pas expert du sujet, mais vis-à-vis des collaborateurs, nous, le sujet des usages numériques a été assez lié à celui de la transformation numérique. Et on avait un programme d'ambassadeurs du numérique un peu partout dans les équipes sur tout le territoire qui se formaient en avance de phase sur le numérique et qui faisaient ensuite le relais auprès de leurs collaborateurs dans leur bureau, le bureau d'à côté, en tout cas en proximité, pour acculturer tout le monde et former tout le monde sur différents usages du numérique. Ça, c'est pour l'interne. Et puis le deuxième, j'y viendrai en dernier, mais AG2R mondial, c'est effectivement connu pour le vélo, mais c'est pas notre métier. C'est connu en tant que mutuelle, donc le métier de l'assurance. Mais en fait, il y a d'autres métiers qui sont moins connus au sein de AG2R mondial. Il y a le métier de la retraite complémentaire. Donc il faut savoir que AG2R mondial gère une partie du régime Agir Carco, donc le régime de retraite des salariés du privé. Donc à peu près un quart des salariés du privé, leur retraite ou leurs cotisations en retraite sont gérées par AG2R mondial. Et en fait, adossé à cette retraite complémentaire, il y a le métier de l'action sociale. Le métier de l'action sociale, on va en fait s'adresser à des publics fragiles pour des questions financières, pour des questions d'isolement, pour des questions d'autonomie, de perte d'autonomie, voilà, des questions de santé, évidemment. Et nous, voilà, l'action sociale, on s'adresse à ces publics-là pour proposer des solutions, des services, des projets qui vont toucher ces personnes-là. Et en particulier, parmi nos thématiques d'action phare, on a la thématique de l'emploi et on a la thématique du bien vieillir. Donc tout ce qui touche aux seniors. Et en fait, sur ces deux publics-là, la question de l'inclusion numérique est essentielle. Pour l'emploi, en tant qu'accès à l'emploi, mais plus largement de confiance en soi et d'accès aux droits. Et pour les seniors, c'est le lien social, le lien avec ses proches, mais aussi l'accès à l'information et l'accès à ses droits également. Et donc voilà pourquoi on s'adresse finalement à la question de l'inclusion numérique, mais en essayant de toucher le citoyen fragile, quel qu'il soit, sans forcément de lien avec nous. Et donc on monte un certain nombre de partenariats avec des structures qui opèrent de l'inclusion numérique sur l'ensemble du territoire. On est aussi partenaire d'Emmaüs Connect, monsieur l'a cité, mais aussi d'autres structures, mais je crois qu'on y reviendra dans les questions suivantes. Merci beaucoup. Donc on comprend que vous embrassez cette problématique de manière un peu transversale aussi, du point de vue de vos activités. Moi, je me posais une question. Voilà, si on devait retenir une action aujourd'hui sur laquelle vous estimez avoir eu le plus d'impact en matière d'inclusion numérique, que ce soit du point de vue des collaborateurs ou vis-à-vis de l'écosystème, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur finalement comment ça s'est traduit en termes de méthodologie? On l'a un peu effleuré là. Et puis aussi, qu'est-ce que vous avez constaté comme étant peut-être les freins ou les leviers pour vous, justement, du point de vue, en l'occurrence des collaborateurs? Si je demande justement à Madame Loga, vous parlez tout à l'heure des outils que vous mettiez à disposition. Alors effectivement, il y a eu en plus de ça le contexte. Si on pouvait en savoir un peu plus, vous, sur les tenants et aboutissants de ce que ça implique en termes de méthodologie, de mise en œuvre, avec un niveau de détail que vous souhaiterez nous communiquer, justement, ça peut être intéressant, je pense, parce que là, ne serait-ce que sur 2-3 entreprises, on a aussi déjà entendu des dispositifs internes, c'est ça. Comment vous vous y prenez justement? Est-ce que c'est exclusivement au travers de SNCF 574 ou est-ce qu'il y a d'autres mesures et comment vous vous y prenez? Est-ce que vous avez, je sais pas, un extranet, une communauté? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Alors, il y a beaucoup de choses, mais en fait, ce qu'il faut, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, sinon on pourrait y passer 3 heures, il y a effectivement les programmes nationaux, donc Emmaüs Connect, c'est un très bon exemple, il y a la Fondation SNCF, Mécénat, effectivement, je pense que toutes les grosses entreprises ont ce type de dispositif. Et après, ce qu'on fait en 574, donc sur le territoire,
on a effectivement des actions complémentaires de ces grandes actions nationales. Et en fait, on est très en test and learn, hein, puisque effectivement le sujet est de plus en plus prégnant de l'inclusion numérique. Et par exemple, ce qu'on a identifié, bon, on n'est pas les seuls, hein, je vais enfoncer une porte ouverte, c'est la présence des femmes dans le numérique. Donc on a co-créé avec des collègues, alors pas seulement en Occitanie pour le coup, l'ambassade SNCF Tech au féminin. Et donc dans cette ambassade, par exemple, on a proposé des ateliers pour apprendre à construire un objet connecté. Voilà, quand je parlais de franchir la première marche, c'est quoi ce terme vulgaire d'objet connecté? Et l'objectif, c'est justement de montrer aux femmes que c'est pas quelque chose qui est réservé aux hommes, que c'est quelque chose qui peut être très ludique, qui peut être accessible à tous. Et en fait, on s'aperçoit aussi qu'il faut traiter ce sujet très en amont, très tôt, puisque c'est dès le collège en fait que les jeunes filles commencent à choisir leur orientation, à imaginer leur futur métier. Et donc on a aussi, dans le cadre de la Girls Day au 574 Occitanie, fait venir des jeunes filles. On leur a fait visiter la IoT Valley, puisqu'on est installé à la IoT Valley. On a fait un atelier de codage pour elles. Et la meilleure récompense, c'est qu'il y a des collégiennes qui sont venues me voir à la fin en me disant on ne connaissait pas du tout ces métiers, a priori, ça ne nous intéressait pas, mais en fait, c'est super bien, on va se renseigner, on va peut-être s'orienter là-dessus. Alors ça, c'est la vraie récompense, de se dire que voilà, on a réussi peut-être à capter de futurs ingénieurs, alors qu'au départ, elles ne connaissaient pas ces métiers-là. Et puis vis-à-vis de nos collaborateurs, on a justement avec l'aide de la mêlée, on a aussi organisé des mardis numériques. Donc bon, c'était évidemment avant le confinement et la situation sanitaire. Tous les deuxièmes mardis du mois, on organisait des conférences, comme vous le faites ici, où on faisait venir un intervenant externe qui démystifiait totalement un sujet, alors la data, l'intelligence artificielle, le véhicule autonome. Et donc on partait vraiment de zéro, on expliquait le concept et on allait un petit peu plus loin pour que ça puisse toucher vraiment tous les collaborateurs, ceux qui avaient envie de découvrir le concept et puis ceux qui avaient envie d'en connaître un peu plus. Et puis ensuite on participait, enfin il y avait un petit cocktail avec l'expert qui pouvait répondre aux questions des collaborateurs. Donc, et ça, on le retransmettait en live aussi grâce à une start-up d'Occitanie. On le retransmettait, alors maintenant il y a des webinars tout le temps, mais à l'époque c'était pas le cas. Et donc on le filmait et n'importe quel collaborateur en France pouvait le suivre sur son smartphone ou le visionner en replay. Voilà. Et en fait on s'aperçoit maintenant, il y a beaucoup de webinars et alors effectivement il n'y a pas la présence physique, mais l'avantage qu'on y voit justement, c'est de mettre l'information à disposition de tous, où qu'ils soient, et de s'affranchir totalement des contraintes de déplacement, des contraintes géographiques. Donc en ça, c'est un vrai plus. Donc voilà, si je peux citer ces deux actions, en gros, un petit peu atypiques, on va dire, qu'on a menées dans le cadre du 574 Occitanie. Super, effectivement, là, ce que je note aussi, c'est que le numérique, hein, c'est un objet qu'il faut démystifier aussi, et même au-delà voilà, des questions techniques, il y a aussi la question de genre, je note. Et aussi d'accessibilité, de diffusion massive, hein, autant que possible, pour faire entendre les contenus sur ces sujets-là. Valérie Sahuc, de votre côté aussi, sur la question des collaborateurs, peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des freins? Est-ce qu'il y a eu, au contraire, beaucoup d'engouement tout de suite? Comment vous avez fait pour convertir, justement, au numérique, entre guillemets, à ces usages, vos collaborateurs? Alors moi, j'ai rencontré quelqu'un à qui je disais j'aimerais bien faire partager aux collaborateurs ce que c'est que les outils numériques pour qu'ils soient plus à l'aise vis-à-vis de nos clients. Et je lui disais je vais leur expliquer. Il m'a dit non, il ne faut pas expliquer, il faut faire faire. Et j'ai retenu qu'une chose, c'était ça, faire faire. Et donc, par exemple, nos commerciaux qui répondaient à des devis web, on leur a fait faire un devis web. Ils n'en avaient jamais fait de leur vie. Et donc on a commencé vraiment comme ça, donc en utilisant les outils que l'on avait pour nos clients et en le faisant utiliser par nos collaborateurs. Et on s'est aperçu, alors maintenant c'est un peu dans la façon de travailler, c'est qu'on fait d'abord éprouver par nos collaborateurs, on l'a inversé et ça, on le valide après pour aller vers l'usager. Mais il y a quelques années, il y a 3-4 ans, on avait les outils pour les usagers, mais nos collaborateurs ne les avaient jamais expérimentés. Donc on a fait cette démarche-là. Ensuite, on n'a pas travaillé tout seul. La mêlée nous a pas mal aidé aussi sur cet accompagnement-là, justement. Et on a, par exemple, construit des journées. Alors, je suis d'accord qu'il y a une complémentarité entre tous les modèles, hein. On avait aussi des programmes numériques de e-learning, on avait des programmes nationaux, on avait plein de choses. Mais la complémentarité entre tout fait que, petit à petit, chacun est touché. Et on a fait des journées d'acculturation
qu'on a fait, construit grâce à la mêlée numérique. Et on a travaillé en fait sur rencontrer un start-upper, aller visiter un incubateur, travailler une méthode collaborative sur une journée. Et la particularité, c'est qu'on a fait faire ce programme, moi je l'ai construit, pour le comité de direction, pour les managers et pour les collaborateurs. Et le programme était le même, avec un petit peu moins de pression pour les collaborateurs, mais on a vécu la même chose à tous les niveaux de l'entreprise, et ça permet aussi de faire passer les messages. Parce que certains managers vont bloquer, certains collaborateurs vont bloquer, certains managers vont accélérer, certains collaborateurs vont accélérer. Donc je pense qu'il est intéressant, c'est plusieurs angles d'attaque, plusieurs méthodologies, distancielles, présentielles, nationales, régionales, et d'arriver à faire passer les messages et un engagement fort aussi de la direction. Je pense que s'il n'y a pas un engagement fort de la direction, c'est quelque chose qui est plus difficile à faire passer. J'entends voilà, l'apprentissage par le faire, aussi effectivement une autre méthode à ajouter, et également impliquer tous les niveaux, donc responsabiliser les dirigeants qui sont peut-être aussi voilà, les acteurs, les personnes qui décident à un moment donné aussi, pouvoir les impliquer au même niveau que les collaborateurs, ça aussi ça semble être du coup une clé pour réussir l'inclusion numérique chez les collaborateurs. Que ce soit après sinon sur le terrain aussi, j'ai entendu que vous travaillez aussi avec des services civiques, notamment. En quelques mots, ça consiste en quoi, avant que je ne passe la parole du coup à d'autres intervenants? Valérie, sur les services civiques? Alors sur les services civiques, au départ, vraiment on a ciblé leur action sur l'inclusion numérique. Bien entendu, les services civiques ne travaillent pas que pour l'entreprise qui les tutore, ils travaillent pour la collectivité dans son ensemble. Donc ils sont intervenus, donc les premiers qui sont intervenus ont en quelque sorte construit les outils pour travailler, de ceux qui sont arrivés à la session d'après. Et ils interviennent auprès, dans nos agences pour aider les clients qui ont besoin d'utiliser l'appli ou le site et qui n'arrivent pas à le faire. Ils interviennent dans des maisons de personnes âgées, ils interviennent dans des CCAS, ils interviennent pour des associations, et ils aident concrètement les personnes à utiliser l'outil numérique et répondent vraiment à la demande. On est vraiment sur de l'accompagnement très pratico-pratique. Donc parmi effectivement les actions engagées par l'entreprise, il y a les actions de terrain du coup aussi, telles que vous le faites. Par exemple, chez SFR, sur les actions de terrain aujourd'hui, vous parliez de partenaires tout à l'heure. Comment ça se traduit aussi de votre côté, justement, comment on agit sur le terrain avec nos partenaires sur l'inclusion numérique? Alors vous ne me posez pas la question de l'acculturation au numérique dans l'entreprise. Évidemment, dans une entreprise de télécom, c'est pas forcément le sujet qu'on a le plus travaillé. Mais au contraire, on a travaillé sur l'externe avec un angle particulier qui est d'aller vers les personnes en situation de précarité financière, compte tenu de notre historique avec Emmaüs Connect. Concrètement sur le terrain, comment ça se passe? On a accompagné Emmaüs Connect pour la création de 13 espaces de solidarité numérique dans des grandes villes françaises. Il y en a à Bordeaux, il y en a à Strasbourg, il y en a à Lille, à Paris. Il n'y en a pas encore sur Toulouse, même si il y a des réflexions sur un modèle un petit peu équivalent qui sont en cours. Et nous, notre rôle là-dedans, puisque si on veut lutter contre l'exclusion numérique, il faut des réseaux, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut équiper les terminaux. La question des terminaux, c'est une question centrale pour l'accès aux services numériques. Il faut connecter. En France, on a les tarifs probablement les plus bas d'Europe sur les abonnements, mais malgré tout, ça peut et c'est un frein pour un certain nombre de personnes. Et puis, il faut former pour avoir un accompagnement complet. Donc, nous, on intervient sur ces trois thématiques. Et dans les espaces de solidarité numérique qu'on a mis en place avec Emmaüs Connect, on fournit tout ce qui est smartphone et cartes d'abonnement. C'est pas neutre, c'est à peu près 4 millions d'euros de dons tous les ans qui sont faits à Emmaüs Connect et qui permettent d'équiper un certain nombre de personnes. Ce nombre-là, c'est 10 000.
C'est 10 000 personnes qui, dans ces 13 centres, bénéficient de l'accès via les terminaux, de l'accès via les abonnements et de l'accompagnement à la formation. Parce que si on remet un smartphone à un jeune et qu'on ne l'accompagne pas ni lui ni ses parents, le smartphone va peut-être servir beaucoup à faire des jeux en ligne, mais il ne va peut-être pas servir à une partie éducative ou pour des personnes plus âgées, à de la recherche d'emploi, etc. Donc on accompagne sur l'intégralité de l'usage également. Et puis très rapidement, un deuxième exemple qui a été d'actualité ces derniers mois, et qui a rendu la question de l'inclusion numérique encore plus visible. C'est peut-être pas un hasard qui est cette table ronde aujourd'hui. Lors du confinement, il y a beaucoup d'étudiants, d'élèves qui se sont retrouvés sans connexion chez eux, surtout des étudiants ou des lycéens qui n'avaient pas les forfaits adaptés, qui n'avaient pas la connexion qui leur permettait de suivre des cours en vidéo, par exemple. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est fournir également des smartphones, mais aussi des abonnements à près de 50 000 personnes qui ont, de cette façon-là, pu suivre et avoir une scolarité la plus normale possible. Et on l'a également fait, ça on l'a fait avec le ministère de l'Éducation et de la Jeunesse et avec le secrétariat d'État à la protection à l'enfance. On a équipé également en box 4G toute une série de structures d'aide sociale à l'enfance à travers la France. On a plus de 500 box qui ont été distribuées pour équiper ces structures et permettre le lien entre les jeunes et le monde extérieur à cette période-là, parce que c'était pas forcément quelque chose qu'ils avaient directement sur place. Donc des actions très, très concrètes sur notre cœur de métier, opérateur, mais en s'appuyant sur l'expertise d'une association, on essaie, comme je le disais tout à l'heure, d'intervenir sur toute la chaîne. Super, on regardera ça aussi de très près en Occitanie. Ça, c'est quelque chose qui est surtout en lien avec le contexte, mais pas que. Sera aussi à étudier, à voir comment on peut aussi implanter ce type d'action-là plus proche des territoires, pas que urbains, évidemment, et même ruraux. Justement, l'État a mis en place quelques outils aussi, parce que certes, il faut se connecter, c'est évident, et à côté de ça, il faut se faire accompagner, même au domicile. Et puis, l'État a aussi proposé un outil qui s'appelle le pass numérique, notamment. Je regarde Monsieur Romain Tribala pour savoir un peu, finalement, moi je le sais déjà, mais peut-être pas vous. C'est l'occasion peut-être de montrer comment vous travaillez avec les partenaires sur le terrain, et du coup vous servez aussi du pass numérique notamment, il me semble. Tout à fait. Le pass numérique, nous, c'est une démarche qui a été initiée il y a 1 an, d'abord en partenariat avec Aptic, donc qui est l'opérateur des passes numériques. Et donc on va diffuser 2000 carnets, donc 20 000 passes numériques en Occitanie, là sur les mois à venir. Donc sur 3 départements, Haute-Garonne, Gers et Haute-Pyrénées. Donc des passes numériques qui prennent la forme comme un carnet de tickets restaurant, sauf que c'est pas des tickets restaurant, c'est des passes numériques qui donnent droit à aller se former dans des lieux de médiation numérique. Donc on cible les seniors, les demandeurs d'emploi de longue durée et puis les aidants, donc les personnes dont leurs proches ont quelqu'un en perte d'autonomie. Donc pour leur distribuer des passes pour qu'elles puissent se former au numérique. Alors vous allez me dire, mais 2000 carnets, c'est beaucoup. Comment vous touchez ces personnes-là? Effectivement, c'est tout l'enjeu de la démarche. C'est d'essayer de trouver les bons canaux pour distribuer ces passes au plus près des personnes qui en ont besoin. Évidemment, on aurait pu, nous, à G2R La Mondiale, les envoyer à nos clients, mais on aurait fait ça à l'aveugle parce qu'on ne sait pas, dans nos 15 millions de clients, lesquels ont besoin de se former sur les usages numériques. Donc, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Et donc, il faut qu'on fonctionne de façon partenariale, en allant sur le terrain et en travaillant avec des acteurs de terrain très locaux qui, eux, sont en contact avec les bénéficiaires potentiels et qui vont pouvoir leur dire tenez, vous, de ce que je vous connais, de votre situation,
Je vois que vous avez des besoins sur le numérique, vous êtes partante, je vais vous distribuer un pass. Donc voilà comment ça fonctionne. Et donc voilà, on est dans cette phase-là de monter des partenariats avec des acteurs de ces territoires pour distribuer les passes. Alors où on en est aujourd'hui, on a quelques pistes qui sont déjà actées. Alors on a une amicale de retraités à Toulouse qui va bénéficier de passes. On est en partenariat avec le Sicoval qui a été très dynamique, très réactif et qui va diffuser des passes via leur espace emploi-formation et via des CCAS, donc des centres communaux d'action sociale. On a aussi des discussions assez avancées avec Pôle emploi. Donc les agences Pôle emploi pourraient distribuer des passes à des demandeurs d'emploi. Et puis on a aussi des acteurs peut-être un peu moins connus, mais voilà, dans telle commune, ça va être la maison de l'emploi communal, ou ça va être le CCAS, ou ça va être une association locale, ou un centre social, un club de seniors. Voilà, tous ces acteurs-là qui peuvent venir nous voir. Donc si vous êtes concerné, si vous avez envie de diffuser des passes sur ces territoires, n'hésitez pas à venir me voir pour que voilà, on diffuse des passes. Et évidemment, l'autre, ça c'est le premier pilier, c'est comment on distribue les passes. Puis le deuxième pilier, qui est très important, c'est qu'il y ait des structures qui acceptent ces passes. Et donc des lieux de médiation numérique où les personnes qui ont leur passe peuvent aller se former. Donc là aussi, on travaille. J'ai oublié de citer Rinoc, mais c'est un de nos principaux partenaires sur l'action. Donc le hub France Connectée sur la région. Rinoc qui nous aide aussi là-dessus à trouver tous ces partenaires pour qu'on puisse avoir un maximum d'impact, toucher les bonnes personnes pour leur apporter les formations. Peut-être un dernier mot, puisqu'on est à Toulouse, sur une autre action, mais qui concerne Toulouse et dont on est partenaire. C'est avec Simplon, puisque ce matin et puis tout à l'heure, on a parlé de la place des femmes dans le numérique. On est partenaire aussi du SAS Aqueuse que Simplon organise à Toulouse pour sensibiliser des femmes au métier du numérique et pour voir si elles veulent passer à l'étape d'après et se rentrer dans ce cursus de formation. Que d'actions. Combien de passes déjà en Occitanie ? 20 000 passes. 20 000. D'accord. Bon, bah écoutez, ça fait un sacré nombre de passes, effectivement. Pour conclure, c'est vrai que là, on a un peu une vision 360 à l'issue de cette table sur ce que c'est que l'inclusion numérique pour les entreprises, dans les entreprises, auprès des collaborateurs avec qui il faut être à la fois, il faut aussi leur laisser cette opportunité-là, il faut démystifier, il faut diffuser l'information, il faut les accompagner à tous les niveaux, il faut faire en sorte qu'ils fassent aussi concrètement. Et puis sur le terrain, ce qu'on voit là, c'est aussi comment on s'associe à des acteurs de terrain, du territoire, qui connaissent leur public. Et ça, c'est ce que vous faites aussi, en l'occurrence, dans vos actions. C'est ce que je constate aujourd'hui, à tel point que, bon, je vous l'ai dit ce matin, mais moi, je suis en charge de coordination du hub dont Romain parlait, Rinoc. Et il y a beaucoup d'autres entreprises qui s'engagent sur le sujet en Occitanie. C'est pourquoi, avec ce réseau et hub pour l'inclusion numérique en Occitanie, on a travaillé, et vous étiez autour de la table, un vrai programme de travail qu'on est en train de peaufiner. Et il y a des projets aussi sur lesquels on est prêt aussi à voir avec les acteurs de terrain comment ça pourrait fonctionner, justement comment on pourrait vous connecter. J'appelle tout de suite Clotilde Maury qui nous accompagne sur cette mission-là auprès des entreprises. Clotilde, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur qui tu es et justement qui c'est qu'on a autour de la table des entreprises, je ne les ai pas toutes sous les yeux, et nous dire un peu peut-être qu'est-ce qu'on va faire entre les lignes, en quelques lignes, pardon. Merci Louis. Alors donc effectivement, je suis chargée de mission inclusion numérique et entreprise, donc au hub de Rinoc avec Louis.
Et c'est vrai qu'on vous donnera des nouvelles de ces programmes et de tout ce qu'on essaye de faire avec les entreprises qui s'engagent pour l'inclusion numérique. Donc d'essayer de travailler sur ces 3 axes dont on a parlé aujourd'hui, les collaborateurs, les clients, mais aussi l'écosystème, donc avec les citoyens qui aujourd'hui ont besoin des entreprises pour s'engager sur l'inclusion numérique. Et c'est vrai qu'on voulait vraiment remercier toutes ces entreprises autour de la table qui ont travaillé pour l'inclusion numérique, donc AG2R La Mondiale qui était là, Airbus, Berger-Levrault, Crédit Agricole Toulouse, la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, mais aussi la Fédération nationale des caisses d'épargne, Fibre 31, la Fondation Réseau de transport d'électricité, Harmonie Mutuelle bien sûr, le Rameau, la Poste, Orange, SFR aussi, Simplon, la SNCF. Donc voilà, on voulait vraiment vous remercier tous, très sincèrement. Merci. Merci Clotilde. Eh bien, du coup, voilà, on va vous donner des nouvelles de comment on avance, comment on structure, parce qu'il y a beaucoup de choses à partager. Là, on le voit sur les collaborateurs, on pense qu'il y a de la méthodologie, parce qu'il y a d'autres entreprises qui aimeraient s'y mettre sur ce sujet-là. Et je pense que vous, en tant que pionniers, parce que vous avez aussi cette étendue-là sur les territoires, avec les équipes qu'il faut, vous avez travaillé à des choses qui, à mon sens, et qui, à un autre sens, peuvent être disséminées sur les territoires. Donc tout ce que vous allez produire, dans le cadre de RINOC, on va l'étudier, quoi. On va l'étudier, on va capitaliser sur ça pour que, que ce soit d'autres grands groupes, mais pas que, même les PME puissent avoir justement des clés de méthode pour s'impliquer sur l'inclusion numérique en interne, auprès des collaborateurs, mais aussi des clients et avec les acteurs en local sur qui s'appuyer. Je ne sais pas si ça vous convient ou vous voulez juste nous dire un dernier mot, mais on va devoir rendre l'audience. En tout cas, merci beaucoup pour cette table ronde. Est-ce que quelqu'un veut avoir le mot de la fin ? J'aime pas trop avoir le mot de la fin en général, mais j'en profite. Moi, je veux bien. Non, je pense qu'effectivement, tu as tout à fait raison sur la démarche, puisque nous, intuitivement, on l'a fait, parce qu'on discute avec d'autres entreprises, et on a, par exemple, organisé un hackathon avec EDF, Enedis et Orange, il y a 2 ans à peu près. Et en fait, avec nos collaborateurs, il y avait des collaborateurs des 4 entreprises et on a créé des groupes de travail avec un mélange de collaborateurs des 4 entreprises. Et au-delà du hackathon lui-même, ce qu'on a vu, c'est qu'ils étaient ravis d'échanger, de se rendre compte qu'ils avaient les mêmes problématiques, les mêmes questionnements sur le numérique. Et voilà, de plus en plus, on se dit qu'on a envie effectivement d'organiser des événements, pas seulement chez nous, mais avec... Je ne sais pas si ça fonctionne toujours, mais avec d'autres entreprises et avec des collaborateurs de plusieurs entreprises. C'est ce qui nous motive justement, ce travail aussi inter-entreprise, parce qu'on a bien compris, vous ne travaillez pas forcément en silo, c'est ce qui nous intéresse et c'est ce sur quoi on va travailler donc au sein de RINOC. Encore merci beaucoup. Je voulais dire un dernier mot. Oui, je rebondissais sur l'idée qu'il n'y avait pas que les grandes entreprises, il faut embarquer aussi toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Et je pense que plus il y aura de participants d'univers et de tailles différentes, mieux ce sera. Voilà. Juste pour compléter, du coup, pas que les entreprises. Je pense que si on veut coordonner et mutualiser et avoir la meilleure efficacité possible pour la lutte contre l'exclusion numérique, c'est tout l'ensemble des acteurs, collectivités locales, entreprises et associations de terrain, vous le rappeliez tout à l'heure, c'est eux qui connaissent le mieux les publics qui en ont le plus besoin. Tout à fait. Bon. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. On vous retrouve dans un quart d'heure pour le lancement de Déclic numérique Haute-Garonne. Suite à cela, on va avoir aussi en parallèle une session pour développer justement la médiation numérique et sociale sur le terrain. Ce sera en salle 101. Et puis on terminera par une table ronde sur les dispositifs d'amélioration de l'accès aux métiers du numérique en Occitanie. Donc je vous dis à tout à l'heure. Merci à toutes et à tous.